Bienvenue au balado L'Astuce, un espace dédié aux professionnels de la finance au Québec, où l'expertise rencontre la pratique. Dans cet univers auditif et visuel, nous vous proposons deux types de contenus. Tout d'abord, chaque mois, nous accueillons des invités de renommée qui gravitent autour de l'industrie des services financiers. Qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs financiers ou de hauts dirigeants de cabinets et d'entreprises. Leur expérience et leurs perspectives éclaireront votre compréhension de ce secteur dynamique. Ensuite, chaque semaine, plongez avec nous dans l'analyse minutieuse de stratégies et de théories financières et fiscales. Condensées en épisodes de 5 à 10 minutes, préparez-vous à découvrir des astuces précieuses pour naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance. Bienvenue au balado L'Astuce de cette semaine. Cette semaine, je vous parle d'assurance. Donc, un thème assez commun en gestion de risque. J'aime beaucoup plus parler de gestion de risque que parler d'assurance parce que la réalité, si vous êtes un conseiller en sécurité financière, votre job, c'est de gérer les risques. Donc, pourquoi les gens achètent des contrats d'assurance vie, des contrats d'assurance invalidité, des contrats d'assurance maladie grave? C'est parce que si tel événement arrivait, exemple un décès, exemple une invalidité, c'est pour gérer un risque. Ça va me permettre, exemple, si au niveau du décès, je veux qu'il y ait assez d'argent pour mes héritiers pour continuer à garder leur même niveau de vie si jamais j'ai des jeunes enfants. Parfois, ça va être l'idée d'avoir des liquidités disponibles à mon décès pour payer la facture d'impôt, par exemple, de mon parc immobilier. Quand on parle de maladie grave ou d'invalidité, continuer à mettre en place ma structure de retraite, même si j'ai une invalidité d'1 an ou 2 ans, je veux m'assurer d'être en mesure de prendre ma retraite. Donc, je veux qu'on parle au niveau de l'assurance, donc tout le volet assurance vie. Puis, je veux parler plutôt de l'assurance vie, l'évolution des besoins d'assurance vie au fil du temps. Donc, je suis sur l'outil de l'Astuce Max, l'outil qui permet d'illustrer plusieurs stratégies financières, théories financières à mes clients. Et je vais toucher le volet quand on parle de la gestion de cycle de patrimoine. Moi, je parle beaucoup de la gestion des liquidités, gérer le cash flow. Après ça, la gestion des risques. On veut gérer le risque qu'on peut avoir. Planifier les dépenses importantes, maximiser le succès de l'entreprise, optimiser le volet de la retraite, partager mon patrimoine. Moi, aujourd'hui, je suis dans la gestion des risques. Là, si je parle d'assurance, c'est clairement un volet gestion des risques, comme j'ai dit un petit peu plus tôt. Et je vais m'en aller dans le volet des assurances parce que je veux parler de l'évolution des besoins d'assurance au fil du temps. Donc, vous avez probablement déjà vu un tableau de ce style-là qui me permet de voir l'évolution au fil du temps des besoins en assurance. Donc, si on parle, exemple, du volet de base, là, le montant, le gris que vous voyez dans le bas, c'est les besoins de base qui vont être aux alentours des frais qui couvrent le décès. Donc, évidemment, quelqu'un qui est indépendant de fortune n'aura peut-être pas besoin de ce volet-là parce qu'il a ses argents, il a peut-être déjà fait ses prêts, ses préarrangements funéraires. Mais souvent, on a un besoin qui va être là, puis qui va monter au fil du temps. Puis il va monter pourquoi? Principalement à cause de l'inflation. Donc, aujourd'hui, tout régler le volet des frais funéraires, ça coûte quoi? Une dizaine de mille. Donc, si moi j'ai 40 ans, si je l'indexe à 2,1 % par exemple, qu'est-ce que ça va être ce montant-là à 90 ans? Donc, il y a beaucoup de gens là, au Québec actuellement qui reçoivent des capitales d'essai, puis c'est des montants d'assurance qu'on avait pris il y a longtemps. Je suis convaincu qu'il y a des auditeurs aujourd'hui qui ont déjà livré des chèques de capital d'essai de 2, 3, 4, 5 000 $. Donc, un vieux contrat qui a été vendu, un décès, j'arrive avec 5 000 $. Mais aujourd'hui, ça coûte plus cher que ça, faire ces frais de préarrangement. Mais évidemment, il y a toutes sortes de frais de préarrangement là, ou d'arrangement funéraire qui coûtent presque rien, mais on n'a rien aussi, là, tout dépendant de ce que les gens recherchent. Mais tout ça étant dit, c'est que pour couvrir ce besoin-là, on peut voir par exemple des produits avec une certaine croissance. Donc, on voit parfois, exemple, des gens qui vont venir mettre un produit d'assurance vie avec participation au montant minimum, qui vont être payables sur un certain nombre de temps ou à vie. Puis là, la croissance de ce produit-là va permettre de payer probablement en totalité les frais funéraires qu'il va avoir au fil du temps. Ou parfois, on fait un calcul d'inflation, on se rend compte que ça va coûter 40 000. Moi, je peux acheter directement un T100 de 40 000. Donc, je vais m'assurer qu'à long terme, je vais avoir eu mon besoin à ce niveau-là. Après ça, vous voyez que les besoins temporaires qui montent, là, principalement dans la vingtaine, la mi-vingtaine, la trentaine. Pourquoi? C'est pour couvrir des emprunts. Donc, j'ai probablement emprunté pour acheter une maison. Pour préserver le niveau de vie si je suis en famille. Donc, si j'ai des enfants, j'ai une conjointe, un conjoint, je veux préserver leur niveau de vie. Donc, si par exemple, moi, j'ai un revenu de 100 000 par année,
puis notre vie familiale est bâtie sur un revenu de 200 000 par année, puis un des deux membres du couple qui décède, ben, la vie n'est pas terminée. Et là, ben, on se retrouve à avoir un budget pas mal déséquilibré. Donc, je pourrais faire dans mon analyse de besoins un maintien du niveau de vie. Donc, jusqu'à temps que mes enfants atteignent une certaine maturité, de combler une partie du salaire de ma conjointe ou de mon conjoint. Évidemment, pas nécessairement en toute la totalité, parce que je suis déjà couvert ma dette. Disons que j'ai couvert une dette de 400 000 je me retrouve, ben là, j'ai plus nécessairement besoin de 100% du revenu net de mon conjoint ou de ma conjointe, d'en avoir un petit peu moins, parce que probablement que mon plus grand centre de coût qui était ma maison, ou un de mes plus grands, ben là, il est plus là parce que je suis capable de l'éclairer avec ce montant-là. Tu sais, parfois, des fois, je genre justement des conseillers là-dessus qui me disent ah, ben moi, c'est 100%. Mais si c'est 100% du maintien de niveau de vie, 100% de l'hypothèque, ben là, on est peut-être de surassurer la personne parce qu'il va se retrouver à avoir beaucoup plus grande quantité d'argent. Mais ça, c'est à voir avec le client. Puis d'avoir peut-être une somme d'argent qui permet de financer les études des enfants à long terme. Donc aujourd'hui, on sait un peu comment ça coûte les études. Mais les études, si exemple, vous êtes de la ville de Montréal, OK, si l'enfant reste chez vous, les études vont coûter moins cher que si votre enfant veut aller étudier à Québec, par exemple, et ou si je suis en région, mon enfant veut aller étudier en ville, s'il veut aller à l'université, par exemple, bien, ça va prendre des montants d'argent significatifs pour financer ça. Si vous, c'est un intérêt, bien, en assurance, on peut le considérer à l'intérieur du besoin. Et là, après ça, vous allez voir, le besoin il va finir par s'estomper parce qu'on finit par payer nos dettes, nos enfants sont matures, donc on n'a plus nécessairement besoin d'assurance temporaire, malgré des fois, les gens vont réhypothéquer les maisons, mais ils ont quand même une valeur nette. La maison a une valeur au-dessus de ce qu'on a hypothéqué habituellement. Et après ça, bien, les besoins, c'est au niveau des besoins qui sont plus au niveau de la succession. Donc là, c'est pas tout le monde qui va aller dans ces stratégies-là parce que c'est pas tout le monde qui est en mesure de financer sa propre retraite. Donc, si je suis pas capable de financer ma retraite, ben venir financer ma succession, ça devient un peu plus difficile. Par contre, quelqu'un qui est facilement capable de financer sa retraite, ben, il a intérêt à financer tous ses besoins au niveau de la succession. Donc, par exemple, si on a une entreprise, le transfert d'entreprise peut générer certains impôts en cas de décès. On a les impôts directement au décès. Là, c'est exemple, j'ai un parc immobilier. Ben, mon parc immobilier amène certains impôts, mais si je ne veux pas vendre le parc immobilier, je me retrouve avec une facture d'impôt, mais pas nécessairement de liquide. Oui, mon parc a peut-être une équité, mais est-ce que ça va être possible d'emprunter tout ça à ce moment-là? Je ne le sais pas. Donc, avoir une police d'assurance vie qui permet de financer une partie ou la totalité, c'est pas une mauvaise chose. Et après ça, on tombe dans l'héritage qui est un petit peu plus planifié. Donc, si je veux laisser une somme d'argent volontairement, bon, il y a des stratégies de bon successoral, mais en diversification de portefeuille, je pense qu'elles deviennent intéressantes. Si je veux laisser de l'argent à des offres de bienfaisance, bien, je peux léguer certaines actions, mais aussi certaines de mes polices d'assurance vie. Donc, ça devient intéressant de voir comment je peux optimiser tout ça pour que mon don me coûte pour que je donne le plus, mais au coût le plus faible. Donc, c'est possible de dire, moi, je veux laisser 1 million, mais je veux que ça me coûte le moins cher possible. Il y a des stratégies pour tout faire ça. On a même une formation là-dessus sur le site de la plateforme de l'Astuce Formation qui s'appelle Philanthropie planifiée. Donc, si vous travaillez avec des gens qui sont philanthropes ou qui veulent donner un peu plus, vous êtes curieux de voir comment ça marche la fiscalité du don de bienfaisance, ben, je pense que c'est une formation qui pourrait être intéressante pour vous. Une formation qui se détaille à 30 taxes incluses, qui vous donne un UFC en assurance de personne. Donc, si vous voulez développer vos habiletés dans tout le volet du don de bienfaisance, les dons de biens, surtout au niveau de la police d'assurance vie, ben, c'est une formation qui pourrait être très intéressante pour vous. C'était le balado, l'astuce hebdo de cette semaine. Donc, au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Si vous avez aimé le balado, si vous l'écoutez par exemple sur Apple Podcast, sur Spotify, n'hésitez pas à liker. Et si vous l'écoutez sur YouTube également, ben, subscribe à la chaîne si vous aimez ça. En faisant ça, ben, à chaque fois qu'il y a un nouveau balado, vous allez recevoir les pop-ups qui vont vous l'annoncer. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.